Bonjour, Bonjour, monsieur le sénateur. Vous m'entendez bien? moi je vous entends. Parfait. Ben, écoutez, je suis heureux de ce contact. C'est notre ami Ronan Legueux qui nous a mis en contact. Voilà, nous allons faire chaque semaine une émission sur les Français parlent au français du bout du monde, notamment en nous Uhum. appuyant sur le réseau de l'UFE. Voilà, donc si vous D'accord. avez déjà intéressé, on peut vous mettre dans la boucle d'ailleurs, parce que je peux vous dire qu'on va encore faire fort cette fois-ci, et on a déjà plusieurs semaines devant nous. Ce n'est pas les gens de qualité pour témoigner qui vont manquer. Mais en ce moment, comme nous D'accord. avons des élections consulaires, et que bon, moi je connais la situation particulière de Berlin, puisque maintenant je suis à Berlin malgré mon numéro de téléphone français, Mhm. il y a quand même des choses qui gagnent à être dites. Notamment à rappeler que le Sénat avait l'année dernière fait une proposition de loi pour que l'on s'intéresse aux Français les plus démunis à l'étranger. Bon, je ne sais pas si vous connaissez la situation particulière de l'ambassade de France à Berlin, mais je peux vous dire qu'il ne vaut mieux pas avoir besoin de quelque chose et s'adresser à l'ambassade de France à Berlin. J'en parle librement, j'ai été diplomate moi-même il y a longtemps, donc je connais un peu le mécanisme de l'intérieur aussi. Parfois, Mhm. il y a heureusement des exceptions de par le monde, mais à Berlin, c'est particulier. Voilà, donc ce qui est intéressant pour nous, c'est de ne pas se limiter à Berlin, mais de démontrer une fois de plus que les sénateurs ont toujours été du côté des Français de l'étranger. Ça a été vrai à l'origine, c'est toujours vrai aujourd'hui. Donc, si vous en êtes d'accord, eh bien, écoutez, je peux vous enregistrer. Vous me dites si vous êtes d'accord, et puis on peut Oui, commencer. oui, 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 on peut y aller. Voilà. Monsieur le sénateur Frassa, bonjour. Le 10 février 2020, au moment où le gouvernement français aurait pu comprendre qu'une grave pandémie menaçait le monde entier, vous avez soutenu la proposition de loi déposée par votre collègue, comme vous, élu sénateur des Français de l'étranger, Ronan Le Gleut. Cette proposition de loi sénatoriale visait à instituer un mécanisme d'urgence destiné aux Français établis à l'étranger, aux Français particulièrement les plus démunis d'entre eux, confrontés soit à des catastrophes naturelles, à des événements politiques majeurs ou à des menaces sanitaires graves, ce qui était le cas. Cette menace, cette menace sanitaire était réelle, comme que pu nous en dire à l'époque la ministre de la Santé, Madame Buzyn. Ce texte prévoyait la création d'un fonds d'aide d'urgence. Il a été voté par tous les sénateurs sans exception au Sénat et il a été refusé à l'Assemblée nationale et même, c'est un comble, par les députés élus de l'étranger de la majorité présidentielle. Comment l'expliquez-vous et faut-il comprendre que seul le Sénat s'intéresse aux Français de l'étranger? Je vais vous dire, il y a hélas aujourd'hui une sorte de dogmatisme à l'Assemblée qui fait que ce que fait le Sénat, même à l'unanimité des groupes, y compris le groupe La République en marche, n'est forcément pas du goût de la majorité présidentielle actuelle. Et ça, on le déplore tous parce que, à croire que ce qui ne vient pas de l'Assemblée nationale est forcément pas bon. Pour en revenir à la création de ce fonds d'urgence pour les Français de l'étranger victimes de catastrophes naturelles ou d'événements politiques majeurs, évidemment, c'est une avancée qui est importante pour les 3 400 000 Français dans le monde. Et mon ami Ronan Le Gleut, lorsqu'on en a parlé ensemble et qu'il m'a dit qu'il souhaitait qu'on porte ce texte ensemble, puisqu'il m'a demandé d'être co-signataire de ce texte. Je crois que, si ma mémoire est bonne, je suis même le premier co-signataire après lui de ce texte. Euh, C'était évidemment une réponse à une demande ancienne de nos compatriotes à travers le monde d'avoir une structure souple d'abord, une structure efficace et une structure mobilisable rapidement parce que la réponse doit être rapide à des situations qui sont urgentes et pas comme à chaque fois créer 40 000 comités théodules, se mettre à réfléchir, à faire des organisations de réunions, etc., et avoir une réponse qui tarde à venir parce que quand il y a urgence, il faut que la réponse soit efficace, rapide et surtout que la réponse puisse aider nos compatriotes. Et on l'a vu dans la crise du coronavirus, c'est la réponse qui a été mise en place par les pouvoirs publics n'a pas été à la hauteur de l'urgence et des besoins de nos compatriotes avec des aides sociales qui étaient en fait les aides sociales habituelles améliorées en termes budgétaires, mais avec la même complexité que l'on avait pour
j'allais dire, les aides sociales en temps normal. Et c'est pas ce qu'attendaient nos compatriotes. Donc, ce qu'on a voulu avec cette loi, c'est avoir un mécanisme comme on n'a pas inventé, j'allais dire, on n'a pas réinventé la roue, on n'a pas réinventé le système d'adduction d'eau, on a juste transposé des systèmes qui existent déjà, qui ont fait leurs preuves, qui sont les systèmes d'aide à nos compatriotes quand il y a des catastrophes comme en Outre-mer, avec des réponses des services publics qui sont immédiates, avec un mécanisme qui est immédiat pour les aider. Et c'est vraiment ce que nous avons voulu faire, c'est-à-dire pas un système d'assurance, pas un système de fonds qui est avec de l'argent qui est bloqué, mais au contraire un fonds où l'argent peut être débloqué, c'est-à-dire où on ne bloque pas des sommes sur le budget, mais où les sommes peuvent être prises sur plusieurs budgets pour être mobilisées rapidement. Et ça a été, j'allais dire, il faut toujours rendre à César ce qui est à César, l'architecture que Ronan Le Gleut a voulu donner à ce fonds d'urgence pour nos compatriotes. Oui. Voilà rapidement. Alors, pour en revenir à maintenant le fait qu'il soit bloqué à l'Assemblée, c'est hélas un petit jeu que je pourrais qualifier de minable parce que cette proposition de loi a été votée, comme vous l'avez souligné, de manière unanime par tous les groupes politiques au Sénat, que le gouvernement, par la voix de Jean-Baptiste Lemoyne, a dit à l'époque que c'était un sujet intéressant, que c'était une proposition de loi qui semblait pourtant évidente, mais évidemment, le petit jeu politicien reprend tout de suite le dessus et le gouvernement ne l'a pas reprise à son compte, alors qu'il aurait très bien pu le faire et l'inscrire dans son ordre du jour, à lui, prioritaire, et que finalement, le groupe majoritaire à l'Assemblée ne l'a pas repris, parce qu'évidemment, comme ça ne vient pas de lui, l'idée est forcément pas bonne. Voilà, on est un peu dans un jeu politicien minable, sur fond évidemment de campagne électorale pour les élections des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Voilà où on en est, c'est bien dommage, c'est bien triste. Voilà. Comme vous le disiez, M. le sénateur, il y a un instant, l'un des avantages indéniables de ce texte du Sénat était en effet de disposer de ce que vous appelez chez vous un véhicule juridique et financier permettant à chaque fois qu'une crise d'ampleur intervenait de mobiliser les aides d'urgence et d'en assurer la traçabilité plutôt que de procéder au coup par coup comme ça a toujours été le cas. Donc ça, c'était quand même quelque chose de novateur. Tout à fait. Je me souviens que ce qui avait été dit à l'Assemblée, au Sénat, excusez-moi, par Jean-Baptiste Lemoyne, c'est qu'il aurait un regard bienveillant sur ce texte. Force est de constater qu'il n'y a pas eu de regard bienveillant sur ce texte, puisqu'on est toujours là à attendre qu'il soit inscrit, alors que on a eu quand même des déclarations disant que c'était un dispositif lisible, sécurisé, souple, complémentaire et pérenne, doté de vrais moyens. Je veux dire, on ne peut pas dire mieux d'un texte qui était solide, qui tenait la route et qui n'était pas farfelu dans son mécanisme. Donc c'est là où on est vraiment assez déçu que le côté politicien s'empare d'un tel sujet, alors que nos compatriotes à l'étranger ont de vraies attentes aujourd'hui sur un tel texte. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Voilà. Je vous en prie. Il y a quelques épisodes qu'il convient peut-être de rappeler. On a quand même vécu des premières. Quand on imagine le ministre Véran, en début d'année, interdire aux Français de l'étranger hors Union européenne de rentrer en France, c'était du jamais vu. Quand on voit que le problème dans la gestion de crise et de la crise sanitaire et même dans son volet économique vis-à-vis de nos compatriotes, c'est que tout dans la communication, dans les actes de ce gouvernement, a stigmatisé nos compatriotes comme des compatriotes de seconde zone. Je ne parle pas trop pour nos compatriotes
dans l'Union européenne parce que malgré tout, la réglementation européenne et le droit européen les a protégés de ce qu'aurait pu ou voulu faire le gouvernement avec eux, mais de tous nos compatriotes qui vivent hors de l'Union européenne et de l'espace européen, et c'est-à-dire que sur 3 400 000 Français dans le monde, c'est la moitié d'entre eux, ce qui n'est pas rien, ceux-là ont vraiment eu le sentiment, et un sentiment extrêmement légitime, qu'on les traitait comme des citoyens de seconde zone. Ça a commencé par l'interdiction de revenir en France, comme s'ils avaient été beaucoup plus pestiférés que les habitants de l'Union européenne ou les Français eux-mêmes, alors que dans certains cas, ils vivaient dans des pays dont les restrictions et dont le confinement avaient été mis de manière plus drastique qu'en France, donc ils l'ont très mal vécu. Après, il y a eu les fameux motifs impérieux pour pouvoir se rendre en France, et il a fallu en arriver jusqu'au Conseil d'État pour que celui-ci rappelle au gouvernement qu'un Français peut revenir dans son pays en tout temps et sans contrainte. Et donc il a fallu que ce soit la plus haute juridiction administrative qui rappelle au gouvernement ce préalable essentiel aux libertés fondamentales. Il en a été de même pour les couples binationaux, qui souhaitaient se marier, qui étaient séparés depuis plus d'1 an, qu'ils pouvaient aussi se rejoindre, que le conjoint qui n'était pas encore marié, on parle de couples qui n'étaient pas encore officiels, mais qui souhaitaient se marier, et qui étaient empêchés aussi par le gouvernement de se rejoindre pour tout simplement se marier et se retrouver. Il a fallu aussi que le Conseil d'État tranche. Et après, il y a eu le début de la campagne de vaccination. Dans l'Union européenne, nous avons la chance de vivre dans des pays qui ont une politique sanitaire qui a mis en place la vaccination pour tous les habitants du pays, quelle que soit leur nationalité. Il y a beaucoup de nos compatriotes à l'étranger qui vivent dans des pays qui n'ont pas de politique sanitaire ou qui n'ont pas les moyens d'en avoir une. Je rappelle toujours qu'en 2009, le gouvernement de l'époque avait tout simplement mis en place une politique de vaccination pour l'ensemble de nos compatriotes en France, outre-mer et à l'étranger. L'actuel gouvernement n'a pas jugé utile de lancer cette campagne de vaccination au-delà de la France et de l'outre-mer. Et les Français de l'étranger, ils ont été livrés à la campagne de vaccination du pays dans lequel ils résident, et quand il n'y en avait pas, il a fallu attendre seulement la semaine dernière pour que le ministre Jean-Baptiste Lemoyne, tel Bernard Kouchner à l'époque avec son sac de riz sur le dos, arrive avec des cartons à la main et se fasse photographier, comme par hasard en pleine campagne électorale pour les élections des conseillers consulaires, dans certains pays cibles, où comme par hasard il y a un candidat à soutenir de la République en marche, pour livrer des vaccins à la communauté française. C'est même plus cousu avec du fil blanc, c'est carrément cousu avec du câble. Donc voilà où on en est. Mais pas tous les pays ont la chance d'avoir une visite du ministre pour recevoir le vaccin. C'est vraiment une politique qui est à la fois écœurante parce qu'on voit bien que la santé publique et l'action sanitaire est reléguée très loin derrière la com et les calculs de politiciens et électoraux. Vous venez de le dire exactement, c'est une politique de com. On peut rappeler 2 faits également. Il y a un moment, le gouvernement français, au début de l'année, a annoncé qu'on allait vacciner dans les ambassades de France. Quand on s'est renseigné à Berlin, à l'ambassade de France, je peux vous dire que d'abord, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de standard à l'ambassade de France depuis 6 ans. Mais quand on arrive à se renseigner, on peut vous dire que là, il n'est pas question. J'ajoute qu'aujourd'hui, nos diplomates à Berlin, il n'y en a pas un seul de vacciné. Et pire encore, ils ont reçu en début d'année un courrier électronique individuel leur interdisant de rentrer en France pour se faire vacciner. Mais où allons-nous? Je sais que de nombreux syndicats du ministère des Affaires étrangères ont commencé à s'émouvoir, pour parler diplomatiquement, et après ont saisi officiellement leur ministre de tutelle, Jean-Yves Le Drian, pour ne pas le citer, du profond malaise
que la non-campagne de vaccination faite par leur ministère de tutelle allait créer à travers tout le réseau diplomatique dans le monde, parce qu'ils étaient laissés à l'abandon dans des pays où il n'y avait pas de vaccination, dans des pays où il n'y avait pas de campagne de vaccination du tout, et qu'on laissait ces agents consulaires et ces agents diplomatiques livrés à eux-mêmes, que ce soit de l'ambassadeur jusqu'au simple agent de catégorie C, livrés à eux-mêmes, et que s'ils pouvaient se faire vacciner par leurs propres moyens, bah, tant mieux pour eux, sinon, bah, tant pis. Et je trouve que la légèreté avec laquelle ce ministère a géré son personnel en temps de crise, je pense, alors que en droit du travail, c'est l'employeur qui est responsable de la santé de ses employés, je trouve que là aussi, il y aura beaucoup à dire une fois que la crise sera passée, et j'espère bien qu'on demandera des comptes à l'État en tant qu'employeur et au ministre en tant que, comme dit le code administratif, en tant que chef de service. Monsieur le sénateur, il n'y a pas que la presse allemande. Toute la presse européenne s'est rendu compte que le président Macron avait un problème avec les policiers, avec les militaires. Est-ce qu'il n'a pas également un problème avec les Français d'étranger? Dès qu'il a été élu, les premières déclarations qu'il a faites laissaient supposer que les Français d'étranger étaient des gens riches qui cachaient leurs revenus pour ne pas payer d'impôts en France. C'est tout juste qu'ils ne roulaient pas tous en Ferrari, alors que la réalité est très différente. Vous la connaissez comme élu des Français d'étranger. Vous le disiez tout à l'heure, est-ce que les Français de l'étranger ne seraient pas, pour une certaine classe politique, des Français de seconde zone? Je vais vous dire, depuis 4 ans maintenant qu'il est arrivé à la magistrature suprême, on ne peut pas dire que Emmanuel Macron ne se soit pas intéressé aux Français de l'étranger. Mais de la façon dont il s'est intéressé aux Français de l'étranger, j'aurais préféré qu'il ne le fît pas. Parce qu'évidemment, en matière fiscale, nous avons été particulièrement soignés, que ce soit l'imposition forfaitaire qui est passée de 20 à 30%, que ce soit la CSG-CRDS où, à part les Français de l'Union européenne, tous ceux qui vivent hors de l'Union européenne sont toujours assujettis à la CSG-CRDS, alors qu'il y avait un engagement du candidat Macron à régler ce problème et il ne l'a jamais fait. Oui, il y a une maltraitance des Français de l'étranger par Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs. Parce que je pense qu'il y a une méconnaissance profonde de ce qu'est et de ce que sont les Français de l'étranger, de ce qu'est la communauté française à l'étranger. Il y a ce qu'en disent les médias, il y a ce qu'en disent évidemment la gauche et l'extrême gauche surtout, parce que quand on voit que la France insoumise fait un rapport parlementaire sur l'imposition, sur la nationalité, avec en toile de fond et en trame de fond le fait que parce que nous sommes français, partis à l'étranger ou nés à l'étranger, parce que beaucoup de Français d'étranger aujourd'hui sont des natifs à l'étranger, non pas des expatriés au sens où on l'entendait encore il y a une trentaine d'années. Et parce qu'on est à l'étranger, on échappe à notre devoir de bon citoyen et qu'il y a toujours ce soupçon d'être à l'étranger pour échapper à quelque chose. Ce rapport de la France insoumise sur l'imposition à la nationalité laisse vraiment suinter ce côté, il faut les taxer parce qu'ils sont français, comme ça on leur rappelle leur devoir de citoyen. Et je trouve toujours cette stigmatisation des Français de l'étranger en matière fiscale extrêmement malsaine, extrêmement nauséabonde, parce qu'on oublie souvent que sur les 3 400 000 Français, évidemment, on n'est pas tous en âge et en mesure d'être assujettis à l'impôt d'abord, mais que tous ceux qui sont en âge et en mesure d'être assujettis à l'impôt, presque 65% payent et acquittent un impôt à la France d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur des retraites qu'on perçoit depuis la France, des revenus qu'on perçoit depuis la France, ou tout simplement des impôts indirects que l'on paye parce qu'on a tous gardé un bien en France pour avoir un lien avec la France, parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart du temps, pour pas dire très majoritairement et très largement, les Français de l'étranger sont quelquefois beaucoup plus attachés à la France que ne le sont les Français de métropole. Monsieur le sénateur, votre collègue Ronan Le Gleut s'était étonné il y a quelques semaines de cette lettre, la première en 4 ans, qu'Emmanuel Macron venait d'adresser aux Français de l'étranger pour vanter justement son bilan
en faveur des Français de l'étranger. Que pensez-vous de ce bilan d'Emmanuel Macron en faveur des Français de l'étranger? Et est-ce que la vraie raison de ça n'est pas encore un moyen de pêcher les voix de ces Français qui votent, et qui sont plus de 3 millions pour la prochaine présidentielle? Alors, je vais vous dire, moi, cette lettre d'Emmanuel Macron de 3 pages m'a fait penser à une citation de Talleyrand qui disait quand on a raison, on n'écrit pas 3 pages. Et puis, c'est vrai que tout à coup, cette lettre tombe évidemment comme par hasard en plein milieu d'une campagne électorale. Évidemment, c'est un long plaidoyer d'autosatisfaction où tout a été réussi, tout a été fait grâce à lui et ses gouvernements et que rien n'avait été fait avant lui. Le problème, c'est qu'il suffit de se reporter au programme du candidat Emmanuel Macron qui est toujours en ligne sur le site d'En Marche. Et quand je parle du programme, c'est-à-dire le programme et les promesses électorales du candidat en 2017 pour les Français d'étranger, où il s'était assigné, je les ai sous les yeux, 4 objectifs sur l'enseignement, sur la fiscalité, sur l'administration et sur un dialogue et la simplification. Je vais vous dire, on peut dire pour simplifier que en matière d'enseignement, on va dire que les actes contredisent les mots parce qu'on a perdu 512 postes d'enseignants depuis 2018 et le budget a été baissé dès la première année de 33 millions. Certes, il a été remonté de 25 millions, mais ça fait toujours 8 millions qui manquent. Sur la protection sociale aussi, on pourrait dire tout ça pour ça, parce que la CSG-CRDS, il n'a rien fait. Je le cite, il a dit « Nous réexaminerons le régime mis en place en 2013 sur l'assujettissement des Français à la CSG-CRDS. » Résultat, rien. Résultat, chaque année, nous, les sénateurs, nous déposons et nous faisons adopter par le Sénat, en projet de loi de financement de la sécurité sociale, un amendement de suppression de la CSG-CRDS pour les Français de l'étranger hors de l'Union européenne, qui sont les derniers à encore subir cette CSG-CRDS. Et chaque année, la majorité En Marche à l'Assemblée nationale le rétablit. Alors si c'est ça le fameux réexamen, oui, on peut dire tout ça pour ça. Son troisième objectif, c'est de faire en sorte que les Français d'étranger soient plus proches des élus et mieux entendus au niveau national. On peut dire aussi que là, on est très très loin des réalités du terrain. Il a créé une sorte de système en ligne pour se connecter, mais qui ne marche pas. Voilà, avec un besoin quand même on va dire, de clarification pour le moins. Les députés, on les voit évidemment dès qu'un ministre, député des Français étrangers, on les voit dès qu'un ministre a besoin de se faire prendre en photo quand il va sur le terrain. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait une grande appétence pour les députés qui ont été élus pour aller à la rencontre des Français qui les ont élus parce que ce ne sont pas des élus de terrain. Voilà. Et aussi, on attend toujours, il avait parlé d'une assemblée des Français d'étrangers avec une meilleure articulation entre le gouvernement et les élus. On attend toujours là aussi. Et enfin, son quatrième grand objectif, c'était plus de dialogue, plus de participation et plus de simplification. Alors, il a créé France Connect. Moi, tous les Français, tous les élus des Français d'étrangers avec qui j'en parle me disent tous la même chose. On a essayé, les Français qui ont essayé nous disent à chaque fois ça ne marche pas, ça reste coincé parce qu'ils n'ont pas prévu un France Connect adapté aux Français de l'étranger. Il y a toujours un bug, il y a toujours quelque chose. Et puis surtout, est-ce qu'avec un clic, est-ce qu'on obtient un miracle avec un clic? Le problème, c'est que le ministère des Affaires étrangères a supprimé 331 emplois depuis 3 ans. Voilà. Est-ce que le tout numérique, est-ce que le tout dématérialisé est la seule réponse à apporter à nos Français à travers le monde? Je ne pense pas, parce qu'on a aussi des personnes âgées, des personnes qui ne sont pas non plus aguerries à Internet. On a ce qu'on a appelé par un terme en France l'électronisme, des personnes qui ne sont pas, j'allais dire, au fait de tout ce qui est Internet et qui ont besoin quelquefois d'avoir tout simplement un contact humain avec une administration. Voilà. Et je vais vous dire, pour le coup, la pandémie, elle a été révélatrice aussi de tout ça.
Voilà, donc le bilan d'Emmanuel Macron, oui, quand on a raison, pour conclure là-dessus, comme je disais au début, on n'écrit pas 3 pages. Voilà. Alors, vous venez de dire quelque chose de très juste. Je prends l'exemple de l'Allemagne. Berlin ou Hambourg, c'est quand même des grandes villes. C'est un pays quand même très riche et économiquement très développé. Tous les Français ne sont pas immatriculés régulièrement à l'ambassade de France. C'est un fait. Mais tous les Français qui le sont, qui sont répertoriés, sur l'ensemble, 40% d'entre eux ne pourront pas voter à ces élections parce qu'ils ne recevront pas les éléments complets pour voter, parce que les uns n'ont pas de téléphone portable, parce que les autres n'ont pas d'adresse Internet, parce que certains ne savent pas utiliser Internet. C'est quand même extraordinaire. 40% de Français vivant en Allemagne, de l'autre côté du Rhin, ne pourront pas voter à cette élection. C'est scandaleux quand même. Non, mais c'est ça qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas en amont de ces élections de grandes politiques incitatrices pour que les gens s'inscrivent sur les listes. On a mis des messages sur les sites des ambassades, mais j'aimerais bien savoir combien de compatriotes passent régulièrement sur les sites des consulats et des ambassades pour voir ce qu'il y a dessus. C'est ça qui est un peu désolant, c'est ça qui est un peu désespérant, c'est que on ne fait pas une campagne d'information digne de ce nom auprès de nos compatriotes. Évidemment, parce que on est dans l'idée du tout numérique, du tout dématérialisé, et on en voit hélas la limite régulièrement. Voilà. C'est ça qui est un peu dommage et quelquefois un peu désespérant de penser que on a en face de nous des gens qui ne jurent que par le petit bout de la lorgnette et pas évidemment le grand bout. Monsieur le sénateur, je vous remercie.